Recruter est une étape clé dans la vie d'une entreprise. Encore faut-il savoir comment s'y prendre. Qui embaucher, sous quel contrat, quel coût, quels droits, quels risques ? Aujourd'hui, on va explorer ces questions à travers l'expérience d'Isis Léa, fondatrice des microcrèches Les Intrépides, et de l'expertise de Johanna Suska, directrice associée et experte conseil RH du cabinet Terre d'entrepreneurs. Isis Léa, peux-tu nous parler brièvement de toi et de ton entreprise ? Alors, je m'appelle Isis Léa, j'ai 30 ans. Je suis la fondatrice des microcrèches Les Intrépides. J'ai ouvert ma première structure en 2020, à tout juste 24 ans. À l'époque, j'étais seule sur toute la partie administrative. J'ai été accompagnée de 3 personnes de confiance que j'ai rencontrées lors de mes stages d'infirmière, parce que je suis infirmière de formation. Ce qui était assez amusant et assez surréaliste, c'était de finalement recruter les personnes qui avaient été mes formateurs lors de mes stages. À la suite de l'ouverture de ma première structure, j'ai rencontré de belles personnes. J'ai rencontré des familles aussi qui ont soutenu le projet et qui m'ont donné envie de développer le réseau. J'ai donc ouvert une 2e crèche, puis une 3e, puis une 4e. Et je me suis retournée un jour et j'avais 26 salariés, 4 crèches et 4 enfants sur les 4 dernières années. C'est parcours, bravo. Voilà. Aujourd'hui, l'aspect que je préfère de mon métier, c'est recruter, manager, accompagner. C'est la partie la plus intense de mon métier aujourd'hui et pour autant, c'est celle que je préfère et que j'ai découverte, qui était pas du tout dans mon domaine de prédilection initialement. À quel moment tu t'es retrouvée à devoir recruter ? Mon domaine fait que je peux pas démarrer seule. J'ai dû recruter initialement pour pouvoir ouvrir la première structure. Dans tous les cas, parce que je pouvais pas m'occuper des 12 enfants toute seule. Donc j'ai démarré en commençant par recruter les personnes qui m'entouraient. Donc les amis, les personnes qui voulaient se reconvertir dans leur profession, mes formateurs. Donc on a démarré comme ça. Et puis les années ont poursuivi, enfin les mois ont poursuivi plus que les années d'ailleurs, et je me suis rendu compte que les journées commençaient un peu trop à ressembler à un marathon sans ligne d'arrivée, que c'était de plus en plus intense, de plus en plus dense, surtout avec un développement rapide. Donc je pense que si j'étais restée à une crèche avec mes 4 salariés, on en serait resté là, mais finalement comme on développait 2 autres crèches en même temps, qui finalement s'est avéré en être 3, j'avais besoin d'un soutien sur la partie administrative et sur la partie direction. Le déclic, il est arrivé quand j'ai eu l'impression surtout de perdre en qualité dans ce que je faisais, ce qui était tellement important pour moi. C'est un peu le biais, je dirais, pour la multicasquette du chef d'entreprise, c'est qu'il faut être bon partout et d'un coup, quand on devient moins bon, c'est très dur. Et c'est un peu, ça a été ma limite pour me dire, OK, j'ai besoin de recruter davantage et de recruter d'autres personnes que les personnes qui sont sur le terrain auprès des enfants. Et c'est là que du coup, j'ai décidé de recruter dans la partie direction. Est-ce que tu as ressenti le besoin de recruter des personnes qui étaient meilleures que toi ? Oui. Oui, c'est exactement ce que j'ai recherché, qui est aujourd'hui mon bras droit d'ailleurs. J'ai recherché à recruter une personne qui avait des compétences supplémentaires dans des domaines qui m'étaient complètement éloignés. C'est vrai que j'ai ouvert très jeune, donc avec peu d'expérience réelle. Alors ma formation, le fait d'avoir travaillé très jeune, j'ai commencé à travailler à côté de mes études à 15 ans, donc il y avait ces expériences-là, mais 24 ans, ça reste très jeune. Donc du coup, j'ai cherché une personne qui avait d'autres compétences et qui est devenue aujourd'hui mon bras droit, qui, elle, initialement est juriste. Donc un domaine bien spécifique, mais qui a du coup des bases administratives très solides, qui en parallèle a quand même passé son CAP petite enfance parce que c'est quelque chose que j'ai imposé à toutes mes équipes de direction, pour qu'ils connaissent la réalité du terrain, pour qu'ils comprennent les équipes. C'était important pour moi et parce que c'est vraiment un métier de passion et j'ai envie que tous ceux qui travaillent dans mes crèches aiment les enfants et aiment passer du temps avec eux et aiment améliorer leur qualité de vie. Beaucoup d'entrepreneurs hésitent longtemps avant de recruter, parfois par crainte administrative, parfois par doute financier. Johanna, quels sont les signes qui montrent qu'une embauche devient réellement nécessaire ? Alors, merci Élise. Déjà, je voulais dire merci à Isis Léa d'avoir accepté cette invitation. Et en effet, c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps et c'est vrai que tout ce parcours, je l'ai bien compris au départ quand on s'est rencontrés. Il y avait eu une petite étincelle, voilà. Donc, c'était très sympa. Alors, les signes qui vont montrer qu'il y a une embauche qui est nécessaire. Alors, dans un premier temps, on va avoir les activités comme celle de Isis Léa. Ce sont des activités qui nécessitent d'emblée une embauche parce qu'on a des activités comme une
micro-crèche, en tant que dirigeante, on ne peut pas accueillir les enfants. Forcément, on a besoin de personnel formé, capé. Et puis après, on peut avoir aussi un restaurateur, par exemple, qui lui, il sera en cuisine. Donc forcément, il aura besoin de quelqu'un en salle, par exemple. Donc c'est une certitude. Et après, on a des facteurs déclencheurs qui vont susciter soit l'envie, soit le besoin d'embaucher, en fait. Soit c'est la surcharge du dirigeant, le dirigeant qui est épuisé, qui fait tout seul, qui repousse sans limite tout ce qu'il doit faire parce qu'il n'y arrive plus, en fait, faute de temps. Soit on va avoir ce qu'on appelle le développement freiné. Par exemple, un dirigeant qui refuse des opportunités, qui va refuser des chantiers, des projets, tout simplement parce qu'il n'a pas les ressources humaines pour mettre en place, pour suivre les projets. Donc ça, c'est dommage. Donc ça, ce sont les facteurs qui vont venir déclencher le besoin d'embaucher ou l'envie, forcément. Mais devant tous ces facteurs, il y a souvent des craintes, comme tu le disais, Élise, il y a des peurs. Et en fait, on retrouve souvent la peur je pense que la peur la plus courante, c'est celle de ne pas savoir assumer le salaire. Celle-là, elle est assez importante. La crainte financière, elle est très importante. Après, on va avoir, mine de rien, on ouvre une sorte de boîte de Pandore avec la première embauche, une boîte de Pandore administrative, ce qui fait que on a une peur administrative. On se retrouve parfois avec des clients qui ont une vraie phobie administrative et c'est assez impressionnant. Et puis après, on peut avoir aussi peur de se tromper dans le recrutement, de se tromper sur la personne qu'on choisit. Et c'est tout à fait entendable et c'est tout à fait légitime. Et mon rôle à ce moment-là, il sera d'un côté forcément le rôle du conseiller RH pour venir donner les conseils administratifs, les conseils des procédures, de la méthode à mettre en place. Mais il sera aussi celui de venir accompagner le dirigeant pas à pas, de venir le rassurer et ensuite de cadrer l'embauche. Isis, Léa, quelles ont été tes premières démarches? Alors, tu nous as dit qu'en amont, au début, quand tu as ouvert ta première crèche, tu as recruté des personnes avec qui tu avais déjà travaillé, des personnes que tu connaissais. Et puis est venu le moment de recruter des personnes dites peut-être meilleures que toi. Où est-ce que tu allais les chercher et comment tu t'y es prise pour les chercher, les sélectionner, ces personnes? Dans un premier temps, j'ai commencé par plutôt agir sur tout ce qui est réseaux sociaux, bouche à oreille, local, parce que on sympathise beaucoup avec les commerçants de la ville, savoir s'ils ont des personnes dans leur entourage. Je pense que le fait d'avoir démarré jeune aussi, j'ai eu besoin d'aller chercher des personnes qui connaissaient des personnes qui avaient son cousin, son frère, sa tante. J'ai eu d'ailleurs aussi beaucoup de mal à recruter des personnes beaucoup plus âgées que moi, parce que j'ai beaucoup moins de mal maintenant. Mais à l'époque, 35 ans, c'était vraiment ma limite maximum de recrutement, parce que ça me faisait peur de manager des personnes plus âgées. Donc j'ai commencé par les réseaux sociaux, les pages locales, le bouche à oreille, et j'ai fini par me tourner vers des plateformes plus officielles dans un second temps. Donc une fois que j'avais les candidatures qui se présentaient à moi, je commençais par lire les CV, regarder les lettres de motivation qu'on avait de moins en moins, qu'on avait plus que des CV. Voilà. Et au début, je filtrais beaucoup moins que maintenant parce que je savais pas réellement ce que je devais rechercher dans le CV. Est-ce que je cherchais le diplôme? Est-ce que je cherchais l'expérience? Est-ce que je devais regarder ce qui avait changé, enfin les dernières expériences, s'il y avait beaucoup de mouvements ou non? Aujourd'hui, je regarde plus le CV de la même manière. Donc j'ai au début moins filtré, donc j'ai vu plus de monde et je pense que au-delà du diplôme, je suis beaucoup plus allée chercher la personne qui était derrière ce papier, qu'est-ce qu'elle avait à me raconter, qui elle était vraiment. Le feeling aussi parce que j'avais besoin, c'est pas toujours évident d'entrer dans une équipe qui est très soudée. J'ai démarré avec des équipes très soudées qui se connaissaient pour la plupart, ou en tout cas, j'ai créé des liens importants au-delà du travail, aussi amicaux. Et donc du coup, entrer une nouvelle personne, c'est aussi réussir à l'intégrer dans ce noyau soudé. Donc du coup, essayer de voir si le profil peut correspondre à l'équipe qui est déjà en place. Okay. Qu'est-ce qui est plus facile selon toi, recruter quelqu'un via le réseau, via le bouche à oreille, ou quelqu'un que tu connais pas du tout qui vient d'une plateforme? Avec le recul, je pense que j'avais pas la même réponse il y a quelques années. Je pense que c'est plus facile via une plateforme, parce que du coup, on démarre de rien, réellement. Enfin, on démarre de son papier puis de la personne en elle-même. Mais pour autant, j'ai aucun regret à avoir fonctionné différemment au début, parce que c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir des personnes de confiance aujourd'hui. J'aurais jamais développé 4 structures si les personnes qui sont là depuis le début n'étaient pas ces personnes-là de confiance et qui m'ont permis d'aller oser
aller sur des plateformes, sur des personnes que je connaissais pas du tout, je connaissais pas d'où elles venaient, qui elles étaient, leur famille, leurs amis, je pense que c'est plus simple sur des plateformes parce qu'on a aussi, en tant que dirigeant, il y a des moments où, si ça vient de quelqu'un, on se dit: «Bah, est-ce que, je pourrais lui dire, de la même manière? Est-ce que je vais pas décevoir la personne qui m'a conseillé?» Après, je pense que ça dépend aussi de la personnalité. Moi, j'ai pas eu trop de soucis à que ce soit des amis ou, des connaissances à dire: «Bah, là, en fait, ça fonctionne pas entre nous» ou «Ça me convient pas». Mais j'imagine bien que ça peut être un frein, tout de même. D'ailleurs, c'est le gros sujet, à l'époque, d'avoir travaillé avec mes amis, où je n'ai aucun regret aujourd'hui. Mais, le sujet, c'était quand même pour mon entourage, c'était: «Mais travailler avec ses amis, c'est prendre un trop gros risque». Du côté réglementaire, Johanna, quelles sont les grandes étapes à respecter quand on recrute? Alors, avant tout, je pense qu'il faut clarifier le besoin. Parce que tu vois, comme tu disais, Isis Léa, c'est vraiment ça. Au début, tu savais pas exactement ce que tu cherchais. Et en fait, moi, c'est ça que je dis aux employeurs aujourd'hui. Clarifiez d'abord le besoin. Quel est le besoin? Quel est le profil que vous cherchez? Quelles sont les missions dont vous avez besoin? Quel est le temps, la durée, le profil? C'est hyper important. Et une fois que le dirigeant, il a établi tout ça, il a clarifié, là, on peut venir parler CDD, CDI, alternance, qu'est-ce qu'on fait, quelle sorte de clause, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis après, on peut même aller plus loin, on peut même dire, par exemple, je souhaite embaucher proche du lieu du travail parce que c'est un levier RSE important, parce que ça permet la fidélisation des salariés dans un contexte qui fait qu'il y a une mobilité salariale énorme quand même, donc c'est à prendre en compte. Et une fois uniquement qu'on a clarifié le besoin initial, là, on peut venir calculer l'embauche, démarrer les démarches administratives, les DPAE, mettre en place prévoyance mutuelle, visite médicale, etc., anticiper la paye, expliquer aux dirigeants comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on attend de lui quand on fait la paye, les déclarations sociales, la DSN mensuelle, enfin tout ça. Et donc, l'idée, c'est surtout de ne... Léa se cache. C'est parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs au début. Et puis, le but, c'est surtout ça, de se dire, en fait, ça s'improvise pas. Ce n'est pas forcément très compliqué, mais ça demande quand même de la rigueur, ça demande de la méthode. Et puis surtout, ça demande un bon accompagnement. Mais justement, parler d'erreurs, selon toi, Johanna, quelles sont les erreurs fréquentes lors d'un premier recrutement? Alors, les erreurs fréquentes, on entend beaucoup de fausses idées. Au début, on entend des choses comme le SMIC qui coûterait trop cher, c'est pas le cas, ou l'alternance qui serait toujours la meilleure, c'est pas toujours le cas non plus. Il faut aller regarder plus loin, l'âge, la convention collective, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Après, je dirais démarrer sans contrat ou démarrer sans que les démarches soient effectuées, sans DPAE, c'est vraiment, ce sont des erreurs qui peuvent coûter très cher. Il y a une autre erreur à laquelle on pense pas souvent, mais c'est celle de négliger l'intégration du salarié. Parce que, en fait, un salarié, il a besoin de se projeter. Et dès les premiers jours, comment on accueille le salarié? Est-ce que, dans notre cas, en tant que cabinet comptable, est-ce que l'ordinateur, il est déjà prêt? Est-ce qu'il a sa place? Est-ce qu'on va faire un tour pour le présenter? Dans une crèche, j'imagine que ça doit être un petit peu pareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accueille le salarié pour venir lui présenter l'équipe, etc. Le salarié a besoin de se sentir accueilli, attendu. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi en interne, en tant qu'employeur, cette fois-ci, c'est que généralement, entre les 3 semaines et 1 mois de l'intégration, il y a un besoin de la part du salarié de faire un point. Il y a un besoin de venir décanter un petit peu tout ce qui se passe, toutes les questions qu'il peut avoir. Et ce point, il permet à ce que la relation, il continue de la bonne manière, et elle permet vraiment à ce que le salarié, il puisse se projeter dans le futur avec l'entreprise. Donc, c'est essentiel. Mais je pense qu'en dehors de tout ça, peut-être que l'erreur principale, c'est celle d'agir dans l'urgence. Et j'avoue qu'on la rencontre assez souvent au sein du cabinet. C'est on va recruter vite parce qu'on est débordé, mais du coup, on oublie plein de choses. On n'a pas le temps d'anticiper les démarches, les contraintes, etc. Et en réalité, dès la première embauche, on devient employeur au sens complet du terme, avec des droits forcément, mais aussi avec beaucoup de devoirs et d'obligations. Isis Léa, toi, quand tu recrutes, t'en as déjà peut-être parlé un peu, mais comment tu choisis le profil? Qu'est-ce qui va primer au départ? Est-ce que c'est le CV, ce qui est écrit dessus? Est-ce que c'est le feeling? Mais en même temps,
Comment tu peux avoir un feeling face à une feuille de CV? Enfin, qu'est-ce qui vient en premier pour toi? Mon premier filtre aujourd'hui, en tout cas les premières choses qui me permettent de dire tiens, on y va, on avance et c'est Aurore. Donc c'est la personne qui est mon bras droit. C'est mon premier filtre. Oui. Donc elle reçoit les CV, on les regarde ensemble rapidement, mais elle appelle les personnes qui potentiellement sur le CV ont les diplômes parce que j'ai aussi un domaine réglementé. J'ai besoin que les personnes soient professionnelles et des diplômes et le bagage pour accueillir les enfants en sécurité avec des compétences. Donc du coup, on a quand même cet aspect-là où je suis obligée de regarder à minima quel diplôme ils ont. Aurore les appelle, du coup fait un premier échange et c'est mon premier filtre. Ensuite, je regarde plus le CV. Je regarde plus le CV, je regarde plus la lettre de motivation. Ce qui va m'interpeller, des fois, c'est je vais regarder s'ils ont beaucoup changé de poste. Ça, c'est un de mes... En crèche, ça arrive souvent. S'il y a une raison, c'est j'ai enchaîné les CDD parce qu'il n'y avait pas de CDI, voilà, il n'y a pas de sujet. Si j'ai enchaîné, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, ou en tout cas, il n'y a pas de raison d'expliquer, ça va un peu plus m'interpeller. Et ensuite, je regarde plus le CV, je regarde plus la lettre de motivation et je vais vraiment parler avec la personne pendant un entretien. On a beaucoup fait évoluer nos entretiens. Initialement, on était à 2, on faisait un entretien classique, les qualités, les défauts, ce qu'on ferait plus jamais aujourd'hui, mais voilà, quelque chose un canevas très certainement qu'on avait lu sur Internet dans des livres sur comment recruter. On fait tout ça au début, en fait. Exactement. On sait pas trop quoi leur demander. Au bout d'un moment, il y a des fois des blancs, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment une rencontre. C'est une rencontre qu'on fait avec une personne pour aller chercher qui elle est, qu'est-ce qu'elle a envie, qu'est-ce qu'elle va apporter à l'entreprise. Est-ce que elle a des projets, comment elle se voit dans 5 ans, comment sa famille la décrit. Voilà, on va chercher d'autres questions qui nous permet, en tout cas, on essaie de savoir qui elle est vraiment et si ça va fonctionner avec nous, avec ce qu'on attend. On a décidé de travailler différemment dans nos crèches. On travaille en sureffectif. Donc les professionnels, légalement, ils doivent être 2 pour 12. Chez nous, elles sont 4 à 5 pour 12, 4 diplômés, une apprentie généralement, sur la plus grande amplitude de la journée. Donc derrière, on impose aussi, voilà, on a quand même des demandes assez poussées sur l'accompagnement qu'on apporte aux enfants. Mais tout ça, ça a un prix aussi, et donc il faut que derrière ça suive, et c'est ce qu'on va aller chercher. Donc maintenant, nos entretiens, c'est une discussion, c'est un échange, on creuse beaucoup. Je rencontre avec Aurore la personne, la référente la rencontre aussi, et elle va aussi voir un petit peu l'équipe, voir notre fonctionnement, voir la crèche. Si on estime que ça va, bon, ça nous arrive aussi de première partie de rendez-vous de se dire non, ça va pas le faire. Voilà, ça va pas le faire. Aujourd'hui, on fait tellement de recrutement avec Aurore qu'on n'a plus besoin de se regarder ou de se concerter pour savoir si on continue l'entretien ou pas. Nos entretiens, ils sont tellement évolués. C'est plus en une partie, on le fait quasiment en 3 phases. Une phase d'appel, une phase d'échange avec nous, une phase d'échange avec le référent, une phase d'expérience où elle doit nous décrire une activité, comment elle l'a menée, les choses qui l'ont mise en difficulté sur cette portion qu'elle nous raconte. Voilà, ça a vraiment évolué. C'est marrant parce que tu as parlé des personnes qui sont expérimentées, des apprentis, tout ça. Moi, ça me renvoie à toi, Johanna. Quel type de contrat on choisit? Par quoi on commence? Comment on peut budgétiser correctement une embauche? À quoi on pense à ce moment-là? Alors, pour bien budgétiser, forcément, il faut aller au-delà du brut, ça tout le monde le sait. L'idée, c'est de venir faire le brut plus les charges patronales. Puis comme souvent, c'est une première embauche, il faut un petit peu prévoir tous les coûts de la prévoyance, de la mutuelle, venir ajouter les éléments variables, les primes, les tickets resto, les avantages en nature. Donc tout ça, ça vient se calculer avec le gestionnaire de paye, avec le conseiller RH du cabinet comptable. Il va venir faire une simulation la plus précise possible. Et ensuite, là où l'expert comptable il a un rôle clé, c'est que une fois qu'on a le coût global du salarié, l'expert comptable doit nous dire oui, ça passe dans le prévisionnel ou pas, parce que généralement, par exemple, le prévisionnel 2026, il aura été fait, j'espère, et donc c'est l'expert comptable qui va venir valider la faisabilité du projet. On fait pas n'importe quoi par la suite. Si les 4 000 €, ils passent pas dans le projet, ben on n'y va pas en fait, dans le prévisionnel, pardon. Justement, est-ce que tu recommandes parfois d'autres solutions quand, par exemple, typiquement
automatiquement un CDI complet va pas passer. C'est ça. Parce que derrière, parfois, dans le prévisionnel, il passe pas. Et donc, c'est possible aussi de dire, le CDI n'est peut-être pas la bonne porte d'entrée. Ça nous arrive de conseiller de l'alternance, mais encore faut-il que le dirigeant ait le temps de former. Donc, ce sont des choses à prendre en compte quand on donne ces conseils-là. On peut conseiller un extra, on peut conseiller même un freelance, mais attention, de manière très ponctuelle. En fait, l'idée, c'est d'adapter la forme du contrat à la réalité du besoin, mais surtout à la capacité financière, aussi à la capacité financière du moment, mais tout en gardant le cadre légal. Il faut bien faire attention à ça parce que le recours au CDD, par exemple, ou au freelance, il est strictement réglementé. Donc, on fait pas n'importe quoi à ce moment-là, il faut faire attention. D'où le fait de clarifier ses besoins. Carrément. Isis, Léa, du coup, on en a parlé beaucoup. C'est vrai que le recrutement, ça reste quand même beaucoup de l'humain, mais c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des mauvaises surprises, des bonnes surprises aussi. Quelle a été pour toi une belle surprise? Quelles ont été tes belles surprises dans cette aventure du recrutement? Certainement d'avoir vu certaines personnes se dévoiler, certaines personnes assez timides. Vous parliez des alternants. Nous, nos alternants, on pérennise beaucoup les postes. On a eu la chance d'avoir un développement rapide et du coup de pouvoir garder quasiment tous nos alternants à la suite de leur formation. Des alternants qui parfois étaient timides, plus réservés en formation et qui finalement se sont révélés une fois diplômés. C'était des belles surprises du recrutement quand je vois une recrue devenir un pilier d'une équipe. Ça, c'est chouette. C'est vraiment très chouette. Quand je vois mes équipes rester, j'ai toute mon équipe initiale qui est restée. Ça fait partie de mes belles surprises. Et je dirais que ma dernière belle surprise, et on en a parlé tout à l'heure, c'est de pouvoir travailler avec des amis et des proches au quotidien. Est-ce qu'il y en a des moins bonnes, des surprises? Oui, il y en a des moins bonnes. Il y a une erreur comme ça qui te vient et voilà, qui était peut-être nécessaire aussi dans le développement, hein, dont tu pourrais nous parler. Et les plus grosses erreurs, entre guillemets, qu'on ait faites, je pense, c'est de pas avoir été accompagné au moment du recrutement. C'est effectivement, il y a choisir la personne et après il y a toute la dimension administrative qui est très abstraite et aussi très complexe quand on démarre une activité. Faut rédiger des contrats, faut déclarer auprès du service social pour que ce soit fait, enfin les DPAE à faire en amont, qu'on a souvent fait après sur le démarrage, mais parce qu'on connaît pas en fait, on découvre tout et on fait tout du coup un petit peu en décalé, on fait tout pas toujours très bien parce que on sait pas en fait. Donc du coup, il y a eu pas mal d'erreurs là-dessus. Je sais pas, on parle des erreurs qui m'ont coûté un prud'homme ou pas? En réalité, je trouve que c'est utile pour J'allais dire, quand tu dis ça, c'est que c'est vrai que finalement, investir dans un accompagnement, au début, on se dit, on fait attention, on est un peu près de ses sous, mais au final, ça nous fait économiser. Ça nous fait économiser, exactement. Ça peut être des belles sommes aussi, hein. Ouais. On peut mettre des très grosses sommes et en tout cas, nous, aujourd'hui, si je devais reculer, je me dirais, je préfère investir dans un accompagnement qui va vraiment cadrer. Et en plus, parce que quand on est chef d'entreprise, on doit être rigoureux, on se doit, c'est un devoir. Notre rôle, il est aussi, on peut pas avoir un contrat qui n'est pas bon, on peut pas avoir une fiche de paie où c'est écrit n'importe quoi, ou enfin voilà, c'est toutes ces choses-là. On a besoin vraiment d'être accompagné parce que c'est pas notre domaine de base et à défaut de l'avoir été au démarrage et du coup d'avoir fait des erreurs sur mes contrats, d'avoir fait des erreurs de signature, ce fameux prud'homme qui sur un CDD qui n'a pas été signé dans les 48 heures. Ça démarre de ça et ça prend une ampleur énorme. Et je me souviens de mon avocate qui me dit, dans tous les cas, elle est jeune, elle est en apprentissage, vous serez dans tous les cas fautive. Faut le cadrer en fait, faut cadrer tout ça. Oui, ça nous a coûté beaucoup d'argent, clairement. Typiquement sur un prud'homme, ça nous a coûté 5 000 € d'accompagnement par l'avocate. Heureusement qu'elle était là, prud'homme qui finit bien pour nous. Tout à fait, qui finit très bien pour nous, mais qui du coup nous a permis de nous rendre compte à quel point c'était nécessaire d'être accompagné et d'être aidé par des services. Et qui coûte en énergie aussi. Qui coûte en énergie énormément. Ça a été très dur, très dur. Quand on est confronté à des difficultés, qu'on se rend compte à quel point c'est utile. C'est sûr que quand tout va bien, on se demande toujours pourquoi je paye pour tel accompagnement, pour cet avocat, pour ceci. Et en fait, le jour où ça va pas, on se rend vraiment compte. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper au maximum. C'est une grosse partie d'ailleurs du développement. Plus j'ai développé, plus j'ai eu besoin de me rassurer
sur toutes les sphères qui m'entouraient, que la prévoyance elle soit ok, que l'expertise comptable on soit meilleure, qu'on ait des bilans de situation en demi-année, ce que j'avais moins besoin sur la première année avec les personnes que je connaissais, avec les copains entre guillemets. Et maintenant aujourd'hui j'ai besoin de le cadrer beaucoup plus parce qu'on est presque 30 et que même les copains, j'ai besoin que ce soit le plus sérieux et le plus clair possible. D'un point de vue RH, Johanna, quels enseignements tires-tu, toi, des situations que tu vois passer au cabinet? Alors, on voit des deux, hein, comme Isis Léa, on voit les deux, on voit des réussites. Quand un recrutement est bien préparé, il apporte un vrai souffle à l'entreprise. On voit le dirigeant déjà qui peut déléguer, qui peut se projeter, qui peut retrouver de l'énergie, la relation de confiance qui se crée avec le salarié et le dirigeant qui peut travailler en confiance avec son salarié. Ça a une valeur inestimable. Je pense que tu es d'accord avec moi. C'est vraiment un bonheur au quotidien et je le dis en tant que conseillère RH pour nos clients, mais en tant qu'employeur aussi, c'est le top. Mais après, on a aussi des difficultés et c'est souvent là où on recrute un petit peu dans la panique, sans cadre, sans suivi. On a des clients qui vont nous envoyer leur contrat fait sur Internet parce qu'ils ont pris un modèle sur Internet. C'est un petit peu compliqué. Presque 100% des cas, il y a des problèmes dans les contrats. Donc, bon, c'est comme ça. Et donc, on peut se retrouver derrière avec un salarié qui est soit démotivé, soit avec des conflits mal gérés. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de formule magique en fait. L'idée, c'est d'avoir beaucoup de prévention, beaucoup d'anticipation dans les démarches, et puis qu'un bon accompagnement, il fait toute la différence. On va passer aux conseils pratiques. Isis Léa, si tu devais donner un conseil à un entrepreneur qui va recruter pour la toute première fois, quel serait-il? Quand j'ai réfléchi à cette question, ça m'a pris du temps à me dire qu'est-ce qui finalement je pourrais donner en vrai conseil. Je pense que en première instance, j'avais besoin de dire recruter avant d'être dépassé, parce que moi, c'est une situation que j'ai vécue, d'être dépassée, de travailler presque jour et nuit, de prendre jamais de congé, de pas avoir vécu de congé maternité, des choses qui ont été très intenses. Et donc du coup, là, en première instance, j'avais envie de dire recruter avant d'être dépassé. Et en même temps, peut-être que le meilleur conseil que je donnerais, c'est d'être accompagné. Parce que finalement, c'est la clé aussi, avant d'être dépassé, c'est cet accompagnement qu'on va avoir. En tout cas, aujourd'hui, je le vois pas comme une sorte d'aveu de faiblesse, mais vraiment comme un investissement stratégique pour sa société et pour son bien-être aussi en tant que dirigeant. C'est pas toujours facile. Et c'est vrai que avoir, par exemple, le cabinet comptable ou d'autres prestataires qui viennent nous aider, on se sent moins seul dans nos décisions. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en finalité, je pense que l'accompagnement, c'est vraiment mon plus grand conseil aujourd'hui. Et toi, Johanna, selon toi, quel est le premier réflexe à avoir avant même de publier son annonce de recrutement? En fait, je dirais ne publiez pas tout de suite. Premier réflexe, ça serait celui de venir définir son besoin avec précision. Comme je l'ai dit, on vient clarifier le besoin. Quelle est la mission? Pour combien de temps? À quel rythme? Est-ce que je choisis quelqu'un d'autonome ou quelqu'un informé? Est-ce que j'ai ce temps-là? Et une fois qu'on a clarifié le besoin, à ce moment-là, en effet, je dirais allez publier l'annonce. Faites-vous confiance pour trouver la bonne personne, parce que vous allez savoir quand vous trouvez la bonne personne. Faites-vous accompagner surtout, et puis je dirais lancez-vous, parce que c'est une très très belle aventure, celle d'être employeur. Donc allez-y. Merci à Isis Léa et à Johanna Suska pour ces partages précieux. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Terre d'entrepreneurs, le podcast produit avec le cabinet Terre d'entrepreneurs qui accompagne chaque jour les entrepreneurs des Hauts-de-France dans le développement de leur activité. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. À bientôt et d'ici là, osez construire demain.